choses, utiliser des composants, les assembler, avoir un résultat. Voilà, moi, c'est ça qui m'a souvent animé quand j'étais jeune, c'était de fabriquer des choses, de hacker, de démonter des fois, d'aller à la déchetterie avec mon père et puis de démonter des choses pour voir comment ça fonctionnait, que ça soit un téléviseur, un truc cathodique, enfin bref. J'avais cette appétence en fait pour la technique, sur le comment ça marche. J'ai toujours été curieux de savoir comment ça marchait. Alors évidemment, j'étais aussi passionné par l'espace, la conquête spatiale, l'exploration et évidemment les technologies qui tournaient autour, et ça me bottait bien. Et puis, les 3 petites images en dessous, écoutez, moi j'ai pas mal joué aux jeux vidéo. C'est ça qui me plaisait. J'avais une bande de copains, avec qui, on se faisait des soirées, où on déplaçait nos ordinateurs et puis on se branchait sur un switch. À l'époque, il y avait pas encore, internet et on se faisait des soirées ou des week-ends. Tout le monde ramenait son ordi et puis on jouait en ligne, pendant la nuit entière. Donc ça, c'est pour, ramener le petit cliché du geek de tout à l'heure. Finalement, il y avait cette petite, cette idée-là de faire des soirées un peu entre nous, mais on s'amusait beaucoup. Et puis surtout, on découvrait des principes, du réseau, du partage de documents, et comment faire, se connecter tout le monde ensemble pour que, qu'on puisse, jouer. Des fois, on passait la moitié du temps à configurer nos appareils avant de pouvoir enfin, s'exterminer, ou voilà, ou collaborer sur des jeux de construction. Alors, moi, mon parcours, en fait, il vient de... Donc ça, c'est un peu ce qui a déterminé, quand j'étais encore au lycée, la direction que j'ai prise après le bac, qui a été de rentrer, en fait, dans un IUT d'informatique, où j'ai commencé par développer, pour apprendre à développer en différents langages. Et puis, ensuite, je me suis orienté dans une maîtrise d'informatique appliquée à la gestion d'entreprise. Donc là, c'était plutôt l'informatique appliquée à la gestion, la comptabilité, enfin les ERP, comment gérer en fait le système d'information d'une entreprise. Et j'ai terminé mon bac plus 5 en gros avec un DESS de télécom et réseau, où là j'ai appris comment dire, à maîtriser en fait les architectures en fait qui soutiennent tous les systèmes d'information. En gros, si vous n'avez pas de backbone réseau, vous connecterez rien à rien. Et ça m'intéressait aussi au niveau des protocoles de sécurité, les protocoles utilisés dans les différents, je dirais, dans les différents systèmes. J'ai passé à peu près une dizaine d'années chez Air France, où j'ai commencé par le réseau. Une de mes premières missions a été de travailler dans l'équipe qui développait le Wi-Fi dans les aéroports de Paris. Aujourd'hui, on a du Wi-Fi partout, dans les gares, etc. Et puis à l'époque, ça commençait. En fait, ça se développait et on a été dans les premiers à installer des réseaux partagés dans les aéroports. Et là, il fallait, comment dire, avoir des connaissances réseau évidemment, de sécurité, mais aussi les connaissances métiers pour savoir comment fonctionne un aéroport, où sont les besoins, comment se connectent les clients, est-ce qu'on leur donne accès à tout, est-ce qu'en fonction des différents personnels qui peuvent utiliser cette infrastructure, comment on se connecte, on s'authentifie, est-ce que c'est sécurisé, etc. et à quoi on accède. Donc là, c'était travailler en gros pour d'une part les personnels qui étaient dans l'aéroport et d'autre part les clients, en fait, ceux qui voyagent et qui ont aussi avaient envie d'avoir du réseau. À l'époque, c'était plutôt les hommes d'affaires, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé et tout le monde, dans n'importe quel lieu public, a une connexion Wi-Fi assez facile. Mais à l'époque, il fallait un peu frayer avec ce qui n'existait, ce qui était rare. Et puis, la technologie a largement évolué depuis et a rendu beaucoup plus facile le déploiement de ce genre de solution. Donc à l'époque, il fallait être un peu, fallait chercher, il fallait gratter pour comprendre comment ça pouvait bien marcher, et en interaction avec une infrastructure qui est quand même assez grosse. Pour info, à l'époque, Air France c'était plus de 80 000 personnes, donc c'est des entreprises assez conséquentes avec des processus et de l'administratif qui est un peu lourd. Un peu lourd, j'entends, assez fastidieux, et puis il y a beaucoup de monde à faire s'entendre avant de pouvoir faire les choses. À côté de ça, je me suis occupé d'infrastructures qui permettaient aux gens dans les ateliers de maintenance des avions, en fait, d'accéder à des applications qui étaient hébergées non pas sur leur site, mais à distance, sur des sites où il y avait donc tous les systèmes qui permettaient de gérer la maintenance d'un avion. Et pour ça, c'était des protocoles très particuliers.
et qui permettait en fait aux agents en fait à côté du moteur en fait de rentrer des données, d'aller chercher les documentations, de savoir quel est le protocole pour démonter telle vis du moteur, etc. Donc là, on répondait plutôt à des besoins de mécaniciens en fait qui entretiennent les avions. Et puis j'ai fini chez Air France dans le service de messagerie. Le service de messagerie chez Air France est basé sur Domino et héberge plus de 80 000 adresses mail. Et là, donc, je faisais partie de l'équipe d'infrastructure en fait, qui mettait en place les machines, qui permettaient à tout ce joli petit monde de communiquer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, même quand il y avait des maintenances. Donc, il a fallu gérer des sites avec redondance, gérer les arrêts de service ou les engorgements et ce genre de choses. Donc là, j'étais plutôt sur une partie système avec de la supervision des équipements et puis surtout les surveiller et les réparer avant que ça crame totalement. Puisque arrêter le système de messagerie dans une entreprise comme dans toute entreprise fait retirer la communication et évidemment l'entreprise perd énormément d'argent quand on ne peut plus communiquer. Donc voilà, en gros, ça c'était une première partie de ma vie. Et puis ensuite, je suis devenu indépendant et j'ai monté ma propre structure. Et puis j'ai réussi à trouver une mission en fait chez Danone, pour laquelle en fait je m'occupais de tous les projets liés à la R&D chez Danone. Alors là, les personnes qui avaient besoin des outils, c'était des chercheurs en bactéries, en biologie, qui développaient des nouvelles formules pour un Actimel ou qui essayaient de faire des pipettes connectées pour faire dans du laboratoire. C'était des gens qui développaient des produits pour les bébés, donc du lait, des yaourts, etc. Et tout ce petit panel de personnes, c'est à peu près 5000 personnes chez Danone, avaient besoin de pilotes de projet qui s'occupent de leurs applicatifs. Et quand on dit s'occuper d'un applicatif, c'est vous avez acheté un couteau suisse par exemple et on vous demandait de changer la lame parce qu'elle est usée ou alors de changer tel outil parce que les ciseaux ne me conviennent plus, je préfère avoir une pince. Ou la loupe, on s'en sert jamais, est-ce qu'on peut la retirer pour alléger le poids, etc. Donc en gros, c'était utilisé. Enfin, je suis arrivé avec donc il y avait une centaine d'applications que je gérais avec et je pilotais aussi des équipes de développement qui étaient situées à Manille et qui elles s'occupaient de de faire les correctifs ou les améliorations des applicatifs concernés. Donc moi j'étais c'est simple entre le marteau et l'enclume, entre les clients qui souhaitent que leur applicatif tourne mieux avec des sous de moins en moins pour avoir des fonctionnalités en plus. Et de l'autre côté, les développeurs qui disaient ouais mais cette appli elle est vieille, ça fait 5 ans que ça a été développé, à la base c'était pas fait pour ça et au final ils s'en sont servis de telle manière et maintenant il y avait une cible à 100 personnes et maintenant ils l'utilisent à 300 donc forcément on a des ralentissements, on a des problématiques comme ça. Donc le tout c'était d'essayer d'équilibrer les choses entre les besoins, les ressources, les plannings, les budgets et là je dirais que c'était plutôt un travail de chef de projet et de pilotage d'activité. À ce moment-là, je faisais un petit peu de code, mais enfin, en tout cas beaucoup moins qu'avant chez Air France, par exemple. En tout cas, il fallait quand même comprendre les besoins d'utilisateurs et comprendre comment votre système est conçu pour évaluer le temps que ça allait prendre pour faire le correctif ou l'amélioration. Ou alors dire non, puisque par exemple, vous ne pouvez pas transformer un couteau suisse en tronçonneuse, et donc il faut absolument changer d'outil et repartir de zéro. Donc j'ai passé quelques temps là-bas, ça m'a appris pas mal des compétences de gestion de projet, de travail en équipe, de travail déporté aussi, et puis de visiter en fait les corps de métier avec leurs problématiques diverses et variées. Et puis, donc, dans la dernière partie, je suis revenu un peu à la base. Chez Air France, il faut savoir que la majeure partie des systèmes sur lesquels on installait nos logiciels sont sur des noyaux Linux, Solaris. Enfin, en gros, c'est de l'open source qui est en dessous. Et quasiment toutes les boîtes du CAC 40 actuellement ont leur gros système qui tourne sur de l'open source. Alors, la question est simple, pourquoi de l'open source ? C'est que c'est les codes qui ont été le plus revisités, c'est là où il y a le plus de corrections de bugs et potentiellement, donc c'est des logiciels qui sont les plus efficaces et là où on rencontre le
le moins de problèmes. En tout cas, plus vous avez d'utilisateurs qui remontent des problèmes et plus vous avez une communauté de développeurs qui résout des problèmes, et bien meilleur vous avez votre logiciel. J'ai monté une association qui s'appelle Tamata Océan et l'idée, c'était à bord d'un voilier de développer des solutions pour gagner de l'autonomie en mer. Voilà le topo. En gros, j'ai récupéré un voilier, j'ai monté une asso autour. Et à l'intérieur de ce bateau, j'ai envie de faire pousser des choses pour apprendre, pour essayer de produire ma propre nourriture, par exemple. Et je me suis attaqué à la spiruline. Alors, la spiruline, vous voyez la petite image dans le pot en bas, le pot vert, là. Ça, c'est une microculture de spiruline. Il y a 3 litres de spirule là-dedans. Et la spiruline, pour pousser, elle a besoin de gérer la chaleur, la température, l'agitation. Il faut le faire à des heures particulières, il ne faut pas trop qu'elle chauffe, il ne faut pas trop qu'elle ait froid, il faut l'agiter aux bonnes heures, etc. Alors, évidemment, moi je me suis dit, en commençant à essayer de cultiver de la spiruline à bord du bateau, qu'il allait falloir automatiser des choses, qu'il allait falloir pouvoir faire un peu d'IoT, comme on dit, donc des objets connectés, pour pouvoir gérer les paramètres nécessaires et suffisants à l'environnement pour la spiruline. Ce qui m'a amené à développer en fait des prototypes avec de l'Arduino, en faisant de l'électronique, en essayant de programmer des choses au fur et à mesure. Avec un indicateur, l'idée c'était de ne pas faire mourir la spirule. Alors évidemment, j'en ai fait mourir des dizaines de fois, j'ai fait plein d'essais-erreurs, et puis à force de trouver les bons paramètres, etc., puis de la suivre de mieux en mieux, en fait, j'ai réussi à récupérer mon premier gramme après 1 an d'expérimentation et de conception d'appareils, en tout cas, qui permettent de mesurer. Et je me suis basé sur des solutions open source qui existaient déjà pour m'aider. Vous avez un petit schéma d'un Raspberry là à gauche. En gros, ça c'est une petite infra qui tourne avec un petit serveur qui a un noyau Linux et à l'intérieur duquel j'ai installé un Mosquito qui permet de communiquer avec l'Arduino. J'ai programmé en Node.js pour récupérer les données, les mettre dans une base de données, une Flux, et qui est visible par Grafana qui permet de visualiser les données, comme vous voyez en bas à gauche. Donc là, en gros, je me suis amusé pour un besoin, on va dire biologique, d'essayer de mesurer un environnement et d'essayer de le contrôler pour amener les bonnes conditions pour ma culture. Et je finirai par la petite mallette en haut à droite. Après avoir essayé de tester donc des choses, des sondes pour avoir la température, le pH, la couleur dans l'eau où sont cultivées la spirule, je me suis dit à bord du voilier, on pourrait aussi avoir un petit labo flottant, un petit labo autonome en fait, qui permettrait que quand on va se balader dans le pertuis, en gros, on récupère des données liées à l'eau. Donc de balancer des sondes à l'arrière du bateau pour mesurer le pH, le taux d'oxygène, la turbidité. Et donc ça a été l'occasion de développer une sorte de petite mallette qui permet de connecter ces sondes, d'enregistrer les données sur notre petit Raspberry, et puis en plus des sondes, on a aussi notre position, et donc de mesurer là où on mesure, d'avoir notre position là où on mesure. Et tout ça en open source, donc on l'a rendu public, ce qui a permis en fait à d'autres. En gros, on va sortir une mallette pour la capitainerie et puis on a visité des gens à Brest qui sont intéressés par ce genre de procédé en fait, puisque leurs chercheurs, eux, sont vraiment attirés par, d'une part, les solutions open source, puisque de toute façon ça marche bien, et puis surtout c'est appropriable par la communauté et c'est hackable, c'est-à-dire vous pouvez détourner l'objectif principal de la solution et la faire correspondre à votre propre besoin. Donc voilà à peu près le trajet, et actuellement je développe ce genre de solution avec l'association, et puis on va commencer à essayer d'en vivre. Concrètement, c'est une microalgue qui a 3,2 milliards d'années, qui est riche en protéines, riche en fer, en oligo-éléments. En gros, ça pourrait être la nourriture du futur. Ça pousse très bien dans de l'eau saumâtre. C'est en gros sans doute une des solutions qu'a l'humanité pour, ceux qui vont aller sur Mars apprennent à cultiver de la spiruline parce qu'elle a tellement de bonnes propriétés qu'on pourrait avoir seulement elle pourrait suffire à nos besoins alimentaires. Et donc, dans le cadre de la recherche d'autonomie, en fait, savoir faire pousser cette microalgue, c'était gagner de l'autonomie.
que je donnerais comme conseil, c'est qu'il faut être curieux. La curiosité, ça vous amène, vous savez, enfin, c'est grâce à la Spiru que j'ai été curieux de savoir comment faire, comment dire, comment contrôler son environnement. Et c'est ça qui m'a amené vers l'électronique, à la captation de données, à l'hébergement sur mon petit Raspi. En gros, cette curiosité-là, quand vous avez envie de faire quelque chose et que ça marche, eh bien, ça va vous amener à avoir, comment dire, à dépasser vos propres limites, à apprendre ce que vous ne saviez pas et comment dire, et puis à vous amuser. Et quelle réjouissance quand vous voyez que ça marche. Ça, c'est voilà, ça, c'est un point fort. La collaboration, savoir collaborer, savoir discuter en équipe, savoir écouter, et puis savoir se faire entendre aussi. Parce qu'en fait, c'est un milieu assez sauvage. On a des clients des fois qui comprennent pas bien nos problématiques et pouvoir leur exprimer, enfin, leur expliquer que ce que tu demandes est impossible ou ça va coûter très cher. En fait, il faut savoir le dire et entendre aussi les besoins en face. Puisque derrière, vous avez des métiers en général, vous êtes en frontal avec ceux qui sont sur le terrain et en opérationnel. Et dernier point, j'ajouterais l'agilité. Après la collaboration, l'agilité, parce que en gros, ce qu'on vous avait dit aujourd'hui, enfin ce qu'on vous a dit hier n'est peut-être pas valable aujourd'hui, et demain ça changera encore. Donc il faut savoir s'adapter et être agile quand vous concevez des systèmes pour voilà, pour répondre aux besoins. Mais en tout cas, vous travaillerez toujours, enfin en tout cas pour moi, l'informaticien c'est l'outilleur d'un métier qui est sur le terrain. C'est celui qui arrivera à trouver des procédés ou des manières de permettre aux gens de mieux travailler ou d'être plus efficaces ou de moins galérer tout court. En gros, moi, ce qui m'intéresse là, c'est de la collecte de données environnementales. Je pense qu'on est dans un... Aujourd'hui, on a besoin de comprendre les changements climatiques et peut-être que de savoir développer sa propre station météo ou d'avoir une serre connectée, demain, ça permettra de pallier au tout sautement du climat, peut-être d'anticiper les modèles météorologiques. En fait, je suis marin aussi par ailleurs et les modèles météorologiques d'hier ne sont plus valables aujourd'hui. Donc on arrive à moins pronostiquer. En fait, ce que je me dis, c'est que cette connaissance, de comprendre comment notre milieu change, en fait, nous permettra de mieux supporter les futurs changements.